Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme Afrique pour ce samedi, le 13 juin 2026. On commence notre édition tout de suite avec cette information. L'Égypte accueille une rencontre sur la contribution du secteur privé à la reconstruction post-conflit en Afrique. Le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix a accueilli une rencontre consacrée au rôle du secteur privé dans les efforts de reconstruction et de développement post-conflit en Afrique, en partenariat avec le Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit et le Conseil des affaires africains. À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Mohamed Aboubakr, a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur de la reconstruction post-conflit et souligné l'importance d'une plus grande implication du secteur privé dans les efforts de relèvement, de développement durable et de consolidation de la paix sur le continent africain. Les responsables de l'Union africaine et du Conseil des affaires africains ont pour leur part mis en avant le rôle essentiel du secteur privé dans la relance économique, le transfert d'expertise et le renforcement de la résilience des marchés. Les participants ont également examiné les défis qui entravent sa participation au processus de reconstruction ainsi que les mécanismes permettant de renforcer sa contribution aux efforts de redressement et de développement. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Raouf Gaffar, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, dans quelle mesure l'accueil de cette rencontre par le Caire confirme-t-il le rôle de l'Égypte dans le soutien aux efforts de paix, de reconstruction et de développement sur le continent africain? C'est une conviction, c'est-à-dire il y a tellement de problèmes, il y a tellement de guerres, il y a tellement de conflits oui. dans le continent africain qui ont besoin de réhabilitation et de reconstruction, je veux dire, oui. quand la paix et la sécurité règnent après ces conflits. Et c'est le rôle des pays africains, comme l'Égypte, qui ont, grâce à Dieu, paix et sécurité, et qui ont une certaine mesure de savoir-faire et de technologie, justement d'aider les pays africains qui sortent de ce genre de conflit pour les réhabiliter et les reconstruire. Donc ça, c'est une responsabilité que nous devons accepter pour nos confrères africains qui ont leurs problèmes et qui viennent de sortir de certaines, disons, conflits, complications, crise, etc., crises,
C'est ça, exactement. Certes. exactement. Quel rôle les institutions africaines peuvent-elles jouer afin d'encourager et faciliter l'implication du secteur privé dans les efforts de reconstruction post-conflit dans le continent africain? Premièrement, il faut bien comprendre c'est que le secteur privé, c'est le secteur le plus important dans le développement, Oui. non seulement à domicile, mais ailleurs. C'est-à-dire les gouvernements s'occupent de leurs propres problèmes internes, c'est-à-dire infrastructures, projets, grands projets, etc., etc. Mais quand ça a à faire avec le développement, c'est où le secteur privé joue le rôle le plus important, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il s'agit de justement faciliter les choses. Vous avez parlé des instituts, etc. C'est-à-dire provision argent, prêt gratuitement ou bien, c'est-à-dire faciliter les choses, capital voulu, etc., etc. Donc Oui, financer ce genre de projet doit être par l'entremise d'institutions financières africaines et le Exim Bank africain et la Banque de développement africaine, etc., etc. Oui. Ce sont ce genre d'institutions qui aident sur le plan financement de projets pour rétablir justement les pays sortant de certaines crises. Oui, certainement. Alors, comment les partenariats publics-privés, partenariats entre secteur public et secteur privé, peuvent-ils contribuer concrètement à la reconstruction et au redressement économique des pays sortant d'un conflit? Bon, nous avons dit que le secteur privé, c'est le secteur qui doit dominer ce genre de reconstruction. Oui. Mais il peut avoir recours au gouvernement pour certaines choses, c'est-à-dire peut-être un financement ailleurs, peut-être une technologie qui doit être, il doit avoir une permission pour l'exporter, etc., etc. Donc, coopération privée-publique est très importante pour justement compléter ou complémenter, disons, ce genre j'appelle ça service qu'on peut offrir aux pays qui le demandent. Parfait, Dr Raouf Gaffar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information concernant le dossier de l'Ebola. Le Kenya prépare des services d'isolement. Alors, le Kenya affirme renforcer ses mesures de préparation face à l'épidémie d'Ebola, bien qu'aucun cas n'ait encore été recensé dans le pays, alors que l'épidémie continue de se propager en République démocratique du Congo RDC ou en Ouganda, pays voisins. À l'hôpital national Kenyatta de Nairobi, le plus grand centre de référence du pays, le personnel médical a été formé pour détecter et prendre en charge les cas potentiels d'Ebola, selon un spécialiste des maladies infectieuses. Les responsables de l'hôpital indiquent que des unités d'isolement sont prêtes à intervenir avec un personnel dédié et des procédures en place pour prévenir toute transmission éventuelle au sein des établissements de santé. Et la fermeture du détroit d'Ormuz rebat les cartes de commerce pétrolier mondial. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères a indiqué que son pays intensifiait ses achats de pétrole brut en Afrique afin de sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Pour plus de détails, voici un commentaire. En provenance de plusieurs pays africains, notamment l'Algérie, le Nigeria et l'Angola, dans un contexte marqué par la fermeture du détroit d'Ormuz et les perturbations qu'elle entraîne pour le commerce énergétique mondial.
Selon le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, l'un des principaux avantages des fournisseurs africains réside dans le fait que leurs exportations n'empruntent pas le détroit d'Ormuz, contrairement à une grande partie du pétrole en provenance du Golfe. Cette situation a pris une importance particulière après le blocage de deux pétroliers de Pertamina International Shipping dans le Golfe empêchait de franchir le détroit. Avant sa fermeture, près de 20% des importations de pétrole brut de l'Indonésie provenaient du Moyen-Orient. La majorité de ces approvisionnements transitaient par le détroit d'Ormuz, ce qui expose le pays aux perturbations actuelles. Le recours au pétrole africain s'inscrit dans une stratégie de diversification déjà engagée par Jakarta. En 2025, la compagnie Pertamina avait notamment importé 1 million de barils de pétrole brut algérien. Le Nigeria et l'Indonésie avaient également affiché leur volonté de renforcer leur coopération dans le secteur des hydrocarbures. Selon les données officielles indonésiennes, le Nigeria a fourni environ 2,4 milliards de dollars de pétrole brut à l'Indonésie, tandis que l'Angola a exporté près de 1,9 milliard de dollars, faisant des deux pays africains des fournisseurs majeurs du marché indonésien. Cette évolution intervient alors que plusieurs producteurs africains cherchent à renforcer leur présence sur les marchés asiatiques dans un contexte de recomposition des flux énergétiques mondiaux. Et l'Afrique du Sud et l'Italie établissent un cadre de coopération pour le secteur agricole. En marge du premier forum agroalimentaire Afrique du Sud-Italie, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente visant à renforcer leur coopération dans le secteur agricole. Et les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et gambien Adama Barrow ont tenu à Dakar la 4e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, réaffirmant leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux dirigeants se sont félicités de l'excellence des relations entre leurs pays et ont examiné l'état d'avancement des décisions prises lors des précédentes sessions. Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la santé et le tourisme. Faye et Barrow ont également souligné l'importance d'accélérer les projets destinés à renforcer la connectivité plutôt entre les deux pays et à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont appelé à un renforcement de la coopération face aux défis transfrontaliers et ont adopté les recommandations issues des travaux des experts et des ministres. Et chers téléspectateurs, une information économique, le Mali table sur une croissance réelle moyenne
de 6,5% sur la période 2027 à 2029. Le gouvernement malien a adopté son document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, DPBEP, pour la période de 2027 jusqu'à 2029, qui prévoit une croissance réelle moyenne de 6,5% selon le communiqué du Conseil des ministres. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le document définit les principales orientations budgétaires et économiques pour les 3 prochaines années. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Les autorités maliennes tablent sur une croissance moyenne de 6,8%, soutenue notamment par une amélioration progressive de la situation sécuritaire, la poursuite des réformes engagées par le gouvernement et une mobilisation accrue des recettes publiques. Dans ce cadre, le taux de pression fiscale devrait passer de 13,9% en 2027 à 14,7% en 2028, puis à 15,1% en 2029, pour une moyenne de 14,6% sur l'ensemble de la période. Le coût global de la mise en œuvre des actions gouvernementales est estimé à près de 4 382,9 milliards de francs par an, soit environ 7,7 milliards de dollars. Cette projection intervient alors que l'économie malienne poursuit son redressement. Selon le Fonds monétaire international, la croissance a ralenti à 4,9% en 2025 contre 5% en 2024, en raison notamment de la baisse de la production d'or et des perturbations de l'approvisionnement en carburant provoquées par des attaques terroristes. Dans le projet de loi de finances 2026, les recettes budgétaires sont estimées à 3 057,8 milliards de francs. Le déficit budgétaire devrait quant à lui rester conforme au plafond de 3% du PIB fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le FMI estime que la hausse des prix de l'or et du lithium, conjuguée à l'amélioration de la sécurité, au rétablissement de l'approvisionnement en carburant et au règlement du différend minier, devrait soutenir la croissance en cours des prochaines années. L'institution prévoit une progression de l'économie malienne de 5,7% en 2027. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Afrique. Au revoir.